Bienvenue à une deuxième partie de votre émission Envie de la diaspora sur les ondes d'Afro-Web TV. Nous sommes avec monsieur Lemon, qui est également analyste politique, journaliste, directeur donc d'une société de presse du côté donc du Bénin. Alors nous sommes également avec monsieur Mpapou Yamboama, monsieur le président de IADA et puis analyste politique, membre de la société civile. Bienvenue à tous dans cette deuxième partie. Si c'est maintenant vous rejoignez la grande famille des téléspectateurs, surtout des amis internautes de votre télévision Afro-Web TV. Alors, pour cette deuxième partie, nous irons au Togo pour parler donc du bilan positif ou non donc de Madame le Premier ministre, Madame Toméga Dogbé, qui a bouclé donc le dimanche dernier, 2 octobre, 12 mois à la primature. Il y a un an, elle prenait fonction à travers sa déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale. Une femme à la tête du gouvernement au Togo, c'est une première dans l'histoire du pays. Au terme du décret présidentiel, il revient donc désormais à Madame Toméga Dogbé donc de la lourde tâche de la responsabilité de diriger le gouvernement et sous la haute direction du président de la République, Faure Zimna Nyasigbe, elle devint ainsi la première femme à assumer la fonction, une telle fonction du côté du Togo. Et monsieur Mpapou Yamboama, vos premières réactions? Bon, d'abord, qu'une femme ait été faite Premier ministre, je crois que c'est quelque chose que nous avons tous salué en son temps. Et comme nous le disions, la femme aujourd'hui, presque dans tous les pays du monde, constitue au moins 52% de la population, et que pour faire sérieux, on ne peut pas justement continuer à évoluer en laissant de côté effectivement la femme. Et je crois quand même que Dogbé était quand même une personnalité connue du Togo et qui a eu quand même son parcours. Et je crois qu'elle méritait effectivement ce poste-là. Maintenant, aujourd'hui, nous nous retrouvons un an après. Et tout au long de l'émission, nous essaierons donc de voir justement quelle est la particularité qu'elle a imprimée dans la façon de gérer, puisque dans son discours, elle avait dit vouloir gouverner autrement. On va voir ce que gouverner autrement d'une femme a apporté de manière concrète au pays. Merci. C'est la première fois qu'on avait donc une femme comme Premier ministre du côté du Togo, et aujourd'hui nous sommes à un an. Bilan positif ou négatif, monsieur Lemon, selon vous? Monsieur Lemon, vous nous écoutez? Oui, je vous reçois maintenant. Allez-y. Vous savez, en Afrique de l'Ouest, le président Faure Gnassingbé a fait fort. A fait fort parce que en Afrique de l'Ouest, c'est la première fois que nous assistons à une nomination d'une femme à la tête d'un gouvernement qui constitue 33 départements au Togo. Quand on prend un peu le parcours de cette dame à l'international, jusqu'à échouer au plan politique et à être nommée au poste de Premier ministre, il faut remarquer que c'est une dame qui peut vraiment jouer le rôle et qui peut y arriver dans ce qu'il a déclaré dans son discours. Et si je peux paraphraser une une partie de son discours, lorsqu'il parlait du renforcement de l'inclusion et de l'harmonie sociale, en parlant aussi de la dynamique de création d'emplois, j'étais sidéré quand je l'écoutais dire, parce que je dis, voilà quelqu'un qui a compris que le Togo a des problèmes depuis des années et que les fils du Togo, filles et fils, ont besoin de se donner la main pour le développement de ce pays. J'y étais il y a quelques mois seulement. Il faut avouer que je constate de grands changements
Sur le plan inclusion c'est quand même très difficile, même si j'ai eu quand même un séjour de 3 longs mois là-bas. Ouais. Et il faut, dans le cadre d'un bilan, se situer par rapport à ce qui avait été souligné comme grande ligne. Et c'est en fonction de cela qu'on peut essayer de voir. Ça, c'est la première des choses. La seconde, un an dans la vie politique, et en tout cas d'un pays, est-ce que c'est suffisant pour vraiment avoir des éléments tangibles? En tout cas, je crois que c'est difficile. Mais pour revenir sur le premier point, la première ministre, à son arrivée, a dit qu'elle voulait s'attaquer essentiellement aux questions sociales, d'accord, aux questions de développement et aux questions de technologie, je vais dire la digitalisation. Exact. Alors, pour ce qui concerne la question sociale, pour être conséquent, il y a 2 projets qu'elle a mis sur pied qui rentrent effectivement dans le cadre du social. C'est le projet School Assure qui ambitionne, par exemple, de mettre à la disposition des élèves, c'est-à-dire une assurance maladie, pour permettre quand même que, effectivement, les peines soient soulagées au niveau donc des parents. Effectivement, c'est quelque chose à saluer et nous espérons seulement que cela va s'étendre jusqu'à l'université pour couvrir l'ensemble de l'éducation de façon à ce que même à l'interne justement de nos écoles, de nos universités, ils puissent avoir des infirmeries et qui soient capables d'apporter par exemple les premiers soins. Vous comprenez, avant même peut-être que pour des cas sérieux, on puisse les transporter quelque part d'autre. Donc ça, c'est quelque chose à saluer. Ça a commencé, ça c'est de manière concrète. D'accord. Maintenant, le deuxième projet, je crois que c'est le projet Wezo, qui a pour ambition de prendre en charge justement la grossesse, de prendre en charge la femme enceinte depuis la grossesse jusqu'à l'accouchement. Et je crois que cela participe effectivement à soulager quand même les populations dans ce sens-là, même si ce n'est pas quelque chose de très grand, il faut quand même reconnaître que c'est un truc déjà bien qui commence et qu'il faut saluer. Maintenant, restant dans le cadre social toujours, est-ce que l'ensemble du pays, est-ce que sur le plan social, ça se ressent? Il y a malheureusement depuis sa primature jusqu'à aujourd'hui une inflation, selon certaines études, de plus de 6,2%. C'est-à-dire que, en langage clair, le phénomène de la vie chère est devenu plus accru. C'est-à-dire on a constaté que les produits de première nécessité et de grande consommation ont pris de la valeur, c'est-à-dire qu'on a augmenté les prix partout, que ce soit dans le transport, que ce soit dans l'alimentation et sur tous les autres plans de la vie, il y a eu donc des augmentations. Vous comprenez? Donc, ça fait que, finalement, ça rend caduque tous les efforts de la première ministre. Et je crois que elle a intérêt, effectivement, à s'attaquer sérieusement
à cette question-là. Donc ça, c'est vraiment, j'allais dire pour moi, quelque chose que je pense qu'il va falloir redresser. Mais je suis conscient aussi que ce n'est pas en un an qu'on peut effectivement parvenir à tout régler. Maintenant, de l'autre côté, concernant toujours la question sociale, bon, est-ce que, par exemple, les éléments qui devaient concourir à faire en sorte que, sur le plan social, les gens puissent ressentir, c'est-à-dire l'augmentation, par exemple, des salaires qui pouvaient équilibrer, vous comprenez, le pouvoir d'achat, puisque les prix des matières premières ou bien des matières de première consommation et de première nécessité ont augmenté. Est-ce que les salaires ont augmenté depuis qu'elle est là? J'en doute. Donc c'est d'ailleurs cela qui crée l'inflation dont j'ai parlé. Maintenant, pour parler du développement. Au niveau du développement, c'est vrai, quand vous arrivez dans le pays, vous avez sur le plan des infrastructures, vous voyez beaucoup de projets par rapport donc à des projets routiers, par rapport à, en tout cas, à de grands bâtiments, à des immeubles qui poussent de partout. Maintenant, toujours est-il qu'il y a un contraste avec le citoyen lambda. On a plutôt l'impression que c'est ceux-là qui sont en réalité déjà grands, qui continuent de grandir, et ceux-là qui sont au bas de l'échelle ne sont pas délaissés. Et je crois que, j'allais dire, sont un peu délaissés. Je crois qu'à ce niveau, ce qu'il faut faire, il faut s'attaquer sérieusement à la question de la corruption. À la question de la corruption, parce que tant que la corruption n'est pas prise vraiment, n'est pas prise sérieusement, et tout ce que la première ministre va faire, ça risque d'être effectivement un fiasco, parce que ce qui rentre d'un côté va ressortir malheureusement de l'autre côté sans effet sur justement les populations. Pour terminer, par rapport donc à la digitalisation, qui était donc un autre point par rapport donc à son action politique, et nous pouvons remarquer que ça aussi, ça a commencé, même si c'est à part de torture, comme l'autre le disait, et il faut apprécier à sa juste valeur le fait que, par exemple, certains documents peuvent déjà être accessibles en ligne. On n'a plus besoin d'aller devant la justice pour, par exemple, demander par rapport à certains documents et faire de longues queues. Donc ça, c'est déjà un pas. Mais nous espérons que, par exemple, cela devrait aussi pouvoir se faire par rapport aux cartes nationales d'identité et tous les autres là, de façon à ce que on puisse remplir les formalités déjà en ligne et que, bon, quand on va là, ce soit peut-être pour le retrait. Et pourquoi pas que l'État peut-être puisse faire parvenir les cartes d'identité nationale ou autres là, ou autres documents qui ne nécessitent pas la présence des personnes, voilà, qu'on puisse leur faire parvenir ça par d'autres voies beaucoup plus aisées. Je crois que l'intention est déjà là. Moi, ce que j'ai vécu, mais je sais que ça c'est lié justement à la Covid, comme elle-même elle l'avait dit, effectivement la Covid était un élément qui devait pousser justement la digitalisation. Effectivement, au niveau de l'aéroport, j'ai pu constater que il y a une tentative de digitalisation. Quand vous arrivez pour, par exemple, le test, vous prenez un numéro quelque part et c'est à partir donc d'un écran que vous allez suivre pour voir à quel guichet vous êtes appelé, etc. Mais à ce niveau aussi, il y a toujours problème parce que vous voyez à un certain moment donné, on arrête carrément l'écran et vous ne comprenez plus rien. C'est des gens qui viennent tirer d'autres personnes pour amener et vous êtes là dans le flou, vous ne comprenez pas et tantôt on rallume ça. Donc c'est pour dire qu'il y a toujours des gens qui dans ce pays-là essaient de se soustraire justement au système impulsé par l'autorité. Et il va falloir que l'autorité effectivement prenne ses responsabilités
pour agir et faire en sorte que effectivement les citoyens se sentent libres et égaux devant la loi. Merci monsieur Yampapo pour ce partage. Alors monsieur Lemon, ne voyez-vous pas que, bon, selon vous, Madame Tomega Dogbe n'a-t-elle pas fait des efforts comparativement à ses prédécesseurs? J'ai du mal à percevoir la question technique. Oui, monsieur Le Monde, je vous posais la question de savoir si vous n'avez-vous pas constaté que Madame Tomega Dogbe, qui est le Premier ministre du côté du Togo, a fait des efforts comparativement à ses prédécesseurs. Oui, cette dame est en train de faire assez d'efforts. Assez. Pour nous qui sommes des habitués du Togo, cette dame fait beaucoup d'efforts. La gestion d'un pays, c'est tout un cocktail pour aboutir au développement. Nous n'allons pas seulement nous focaliser sur le social. Parce que quand on parle du social, on parle du bien-être, de survie du peuple. Je suis entièrement d'accord. Mais par là, il y a beaucoup de choses qui passent aussi. Il n'y a pas pour parler de les produits de première nécessité. Nous savons que cette période que nous traversons est une période très difficile pour le monde entier. La période de Covid-19. Les productions ne suivent pas les attentes. Les importations ne suivent plus les attentes à cause de Covid. Quand on veut parler de produits de première nécessité qui a un taux un peu plus élevé et qu'il fallait amortir cela pour aider le social, si les gens ne produisent pas, comment d'autres peuvent trouver et consommer? Et le problème d'augmentation de prix des produits de Bénin, ce n'est pas seulement au Togo, c'était plus criard au Bénin. Même le Nigeria, il est arrivé à un moment donné, et le Togo a triché le Bénin, que le Bénin a refusé toute exportation. Et ça a marché. Aujourd'hui, cela est conjugué. Il ne va pas y avoir augmentation du salaire à l'anarchique s'il n'y a pas une production. Il faut produire. Il faut percevoir qu'il y ait un plus avant de le distribuer. Il n'y a pas un plus. On ne pourra donc pas distribuer. Ce n'est pas que je défends le gouvernement togolais. Je n'ai même pas aucune raison à le faire. Mais c'est un pays depuis un certain moment que je suis en train de suivre parce que j'ai constaté qu'il y a une grande amélioration dans ce pays. Si je prenais les années, il y a 15 ans, le Togo était derrière le Bénin. Il y a 15 ans seulement, le Togo était derrière le Bénin en infrastructure de 25 ans en arrière. Mais aujourd'hui, le Togo n'a rien à envier du Bénin en ce qui concerne les infrastructures. Quand vous voulez parler du développement d'un pays, quand le transport, même quand on produit, ça doit quitter un point A pour aller à un point B, afin que ça couvre tous les territoires. Donc on a besoin des routes. Aujourd'hui, en matière de routes, ce que le Togo est en train de faire, c'est énorme en un peu de temps. Quand nous prenons la communication, il y a même 5 ans en arrière, vous ne pouvez pas utiliser l'Internet fiablement au Togo. C'est des difficultés énormes. Mais allez-y au Togo aujourd'hui. Moi, j'ai des amis togolais qui m'appellent tous les jours de WhatsApp en vidéo et c'est clair, c'est net. Il y a 5 ans, ce n'était pas possible. Ça veut dire que le gouvernement est en train de faire quelque chose aussi dans ce secteur. En novembre dernier, j'ai pris par l'aéroport du Togo pour entrer au Togo. J'ai été arnaqué. Mais il a suffi seulement que je soulève mes yeux. J'ai vu un numéro, je ne connais pas, il y avait 3 numéros. J'ai choisi, j'étais tombé sur un colonel. Et les sous qui m'ont été escroqués à l'aéroport me sont rendus grâce à ce colonel-là. Ça veut dire que l'État togolais est en train de faire quelque chose au moins pour réduire le taux de la corruption. Mais il faut vous dire, le taux de la corruption au Togo est très élevé. Très, très élevé. Mais juste cet exemple que j'ai vécu moi-même, cela n'est pas une histoire qui m'a été contée, que j'ai vécu, m'amène à conclure que le Togo est en train de faire d'énormes efforts en ce qui concerne la corruption. Si nous prenons l'éducation,
Ça, je l'ai lu sur les réseaux sociaux, où les frais de scolarité ont été annulés pour des raisons pour la population. C'est quelque chose à encourager. Parce que nous avons besoin, quand on parle du développement, nous avons besoin que la population soit éduquée. Nous avons besoin que la population soit en bonne santé avant de bénéficier des prêts que la première dame a initiés, qui aident les bonnes dames aujourd'hui à avoir les moyens à s'occuper de leur famille. Si la jeunesse togolaise, je veux parler surtout des hommes, si la jeunesse togolaise peut un peu se conscientiser et chercher à développer l'agriculture chez eux parce qu'ils ont des terres et s'occuper correctement de l'agriculture en produisant énormément, ça fera à faire sortir ce pays aussi de son état. Les Chinois, vous allez au Togo aujourd'hui, c'est les Chinois qui produisent le manioc au Togo. Vous pouvez imaginer? C'est les Chinois qui fabriquent gari, qui est un aliment de base au Togo. Sinon, en Afrique de l'Ouest, c'est les Chinois qui produisent ça. À ne pas se donner à l'agriculture pour apporter un plus à ce que le gouvernement est en train de faire. Pour moi, la dame, elle est en train d'essayer et elle est en train de marquer la différence par rapport à tous ceux qui ont pris part la primature avant qu'elle ne soit là. Selon M. Lemon, sentiment de satisfaction, si je résume ces termes, alors on a constaté également que le président Foressa Zimna Nyansingbe a accordé encore beaucoup plus d'importance à la diaspora selon avec ce mandat, ce nouveau mandat, et surtout avec son nouvel gouvernement dirigé demain de maître par Madame Tomega Dobé, s'intéresse plus à la diaspora. Et par le biais donc de son excellence le ministre des Affaires étrangères aussi. Alors, quel est le constat que vous faites d'ores et déjà, puisque dans quelques jours, ils vont enregistrer probablement les Togolais de l'extérieur. Il y a également donc en secondo et le guichet qui est mis à la disposition de la diaspora, qui est en marche aujourd'hui. Et c'est tout ça là, c'est avec le gouvernement de Mme Tomega Dobé. Qu'en dites-vous, monsieur Yambapou Yambouama? Alors, moi, je vais quand même un peu, j'allais dire, me démarquer un peu de cette présentation vraiment très optimiste et optimale de mon co-débatteur, M. Lemon. Je vais juste prendre un seul élément pour lui permettre de voir en face la réalité. Il a parlé d'un élément très important. Le fait, par exemple, que ce soit les Chinois qui, au Togo, produisent du gari. Alors, voilà le véritable drame du Togo, sinon j'allais dire des pays d'Afrique. Est-ce que c'est les Chinois qui sont venus apprendre aux populations togolaises comment fabriquer le gari? Je dis non. Est-ce que des gens ne fabriquaient pas le gari avant que les Chinois n'arrivent? Je dis oui. Alors, comment se fait-il qu'aujourd'hui, ce sont les Chinois qui finalement viennent faire tout ça au Togo? Et c'est justement ce qui explique le sous-développement en Afrique. Vous avez tantôt, en répondant à ma présentation, vous avez relevé quelque chose de très pertinent. Vous avez dit, effectivement, en parlant d'élévation du niveau de salaire, c'est utopique parce qu'il n'y a pas de production. Donc, il n'y a pas de création de richesse. Et quand il n'y a pas de création de richesse, évidemment, on ne peut pas redistribuer. Puisque le salaire est, j'allais dire, un peu la forme par laquelle on redistribue aussi, justement, la richesse produite par le pays à ses concitoyens. Ce n'est pas le seul canal, mais c'est l'un des canaux. Alors, effectivement, quand on parle du développement, prenons par exemple le cas du PIB. Quand on met dans le calcul du produit intérieur brut, c'est-à-dire l'ensemble des richesses créées au Togo,
et on met par exemple ces richesses-là qui sont créées par les multinationales dans votre richesse, c'est nous duper. En réalité, est-ce que c'est une richesse qui vous appartient? Non. Vous ne créez pas de la richesse pour vous. Vous créez de la richesse pour les Chinois, pour ce qui concerne par exemple le cas du Gari. Vous créez de la richesse pour les Français, pour ce qui concerne le port par exemple avec Bolloré. C'est ça la réalité. Il se trouve que ces richesses-là sont rapatriées tout simplement dans les pays justement de ces gens-là qui viennent mener ces activités chez nous. Pourquoi le gouvernement ne peut pas comprendre cela? Quand aujourd'hui nous prenons l'ensemble des sociétés qui sont privatisées au Togo, mais c'est ahurissant. Et parfois vous vous demandez, dernièrement il y a la Société nationale du coton qui a été encore privatisée, et parfois même pour des trucs vraiment dérisoires. Or, il aurait suffi peut-être que le gouvernement fasse appel peut-être à, je ne sais pas, à des nationaux qui vont pouvoir effectivement régler la question. Et généralement, pour ne pas le faire, parce que les gens ont des intérêts derrière, et ça il faut le dire. Pour ne pas le faire, on invoque les questions de technologie. Comme si les nationaux ne sont jamais allés à l'école, ils ne savent pas comment il faut gérer les choses, les entreprises, etc., etc. Donc voilà là où le bas blesse, monsieur Le Monde. Sinon, effectivement, comme vous l'avez dit, des efforts sont faits. Mais c'est des efforts qui sont faits pour malheureusement arranger d'autres pays. Et cela perdure parce que tout simplement, dans ces efforts-là, des gens, des autorités, etc., ont quelque chose à tirer derrière. Je vous aide à avoir un marché, et vous me reversez quelque chose. Voilà le drame. Et c'est pour cela que je dis qu'il faut que cette histoire de corruption-là, qu'on puisse effectivement en venir à bout, si nous voulons réellement régler les problèmes dans nos pays. Donc, nous avons vu, par exemple, dans le gouverner autrement, il est question effectivement de consommer local. Mais quelles sont les décisions qui sont prises dans le sens d'accompagner le consommé local? Vous ne pouvez pas continuer à importer des produits qui coûtent très moins cher sur votre marché national, qui concurrencent de manière déloyale les produits locaux et dire que vous êtes en train de promouvoir le consommé local. Ça ne marche pas. Moi, je suis allé, j'allais dire, au Togo récemment. Quand vous allez vers la plage, dans certains restaurants, vous voulez justement un plat de, comment vous appelez ça, que ce soit de foufou, que ce soit n'importe quoi avec du poisson, mais ça devient difficile à payer. C'est très cher. Et même partout, vous allez voir que tous ces gens-là, ces détenteurs de restaurants et tout ça là, c'est des expatriés. Donc, on ne produit pas de la richesse pour le Togo, on produit de la richesse pour les autres. Et donc, moi, en tant que président d'une association panafricaine, notre devoir, c'est de toujours attirer nos autorités sur ces besoins-là, pour que nos autorités soient encouragées effectivement à promouvoir en interne des nationaux qui peuvent reprendre effectivement peut-être les services qu'ils veulent privatiser. Des nationaux qui peuvent créer effectivement de l'emploi. Ailleurs, les choses se font. Regardez entre les États-Unis et par exemple la Chine. Mais quand la Chine crée un truc sur le plan, par exemple, disons la question des 5G, mais les États-Unis ont tout fait pour bloquer la Chine. Parce que tout simplement, les États-Unis sont en train de concocter justement un produit similaire. Mais nous sommes toujours là chez nous, je ne sais pas, comme dans un complexe qui ne dit pas son nom,
Et on est toujours là, on met toujours nos richesses entre les mains des étrangers. Et ça ne marche pas, c'est contre-productif. C'est véritablement contre-productif. Et c'est pour cela que malgré les efforts du gouvernement, on en est encore là, hein, à voir effectivement certaines franges de nos populations incapables, en tout cas de se soigner, incapables de soutenir leurs enfants à l'école, incapables de se nourrir décemment. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc moi quand je peins ce tableau-là, sur ce plan-là, je ne vois pas encore malheureusement grand chose qui se fait. Mon association a été l'une de celles-là qui avait soutenu le projet Téléfood 2019 et qui avait pour ambition justement de faire former 1000 entrepreneurs, 1000 jeunes entrepreneurs dans le cadre de l'agroalimentaire. Mais quand je regarde derrière, aujourd'hui, quel est le suivi qui en est fait? À quoi servent aujourd'hui ces jeunes-là qui ont été formés? Pour que, malheureusement, ce soit d'autres personnes qui viennent, comme vous l'avez dit, encore produire du gari sur notre territoire. Ça ne va pas, ça ne marche pas, et c'est à ce niveau-là que je vais interpeller la Première ministre. Je crois qu'elle bosse effectivement beaucoup. Comme je l'ai dit, on ne peut pas régler tout d'un trait. Et comme je l'ai dit aussi, nous avons aussi conscience de ce que l'impérialisme impose toujours son jeu, mais il va falloir que nos autorités de plus en plus prennent leur courage à deux mains pour que effectivement l'Afrique puisse s'en sortir, et toutes les autorités, dans notre cas, en tant qu'association panafricaine, nous soutenons toujours nos autorités pour les accompagner dans le sens, justement, à travailler, à se départir de l'impérialisme, parce que les Africains sont capables, effectivement, de s'auto-financer par rapport donc à tous les projets, quel que soit ce que cela demande. Il suffit seulement de créer un climat de confiance. Et lorsque le climat de confiance est créé, vous allez voir que tout va bien aller. Et c'est là que, par rapport donc à votre question liée à la diaspora, au clin d'œil qui est fait à la diaspora, je félicite effectivement l'autorité togolaise pour cela, parce que partout dans le monde, il est démontré que la diaspora contribue au moins à plus de 2 fois tout ce que nous voyons comme aide au développement public dans nos pays. Donc, je crois que généralement, nous qui sommes dans la diaspora, le problème c'est que on regarde souvent trop en arrière, de façon à ce que on se dit non, nos autorités, on ne peut plus compter sur eux parce qu'on a trop longtemps attendu, ils nous ont trop longtemps déçus, de telle sorte que les initiatives qui sont mises en avant pour maintenant nous aider à repartir d'un bon pied, généralement il nous arrive de boycotter, et c'est pour ça que je pense que cette question du guichet de la diaspora est une très bonne initiative. J'ai eu la chance de rencontrer le directeur des Togolais de la diaspora lorsque je suis rentré, et j'avoue que quand j'ai échangé avec lui de tous les projets dont il m'a parlé, du dialogue qui est en train de se mettre entre le Togo et sa diaspora, c'est vraiment des initiatives à encourager, et je ne peux que nous encourager à aller dans ce sens. Merci Monsieur Mpapou. Nous sommes presque à la fin donc de ce numéro de votre émission Avis de la diaspora. Je sais qu'on a beaucoup à dire. On consacrera désormais 1 heure pour parler, sinon 2 heures de temps pour parler également donc de cette thématique qui concerne nécessairement le Togo sur d'autres aspects et différents angles. Alors si je vous donnais également donc 2 minutes chacun, Monsieur Lemona, pour terminer cette partie, seconde partie de notre émission concernant le Togo, et avec le bilan donc de Madame Tomega Dobé, qui est le Premier ministre du Togo, bilan positif ou bilan négatif. Quel est le message que vous avez à l'endroit de toute la communauté togolaise? Aujourd'hui, j'ai lu
un communiqué de l'OTR qui, par exemple, demande faire un abattement de 40% sur les dépôts des marchandises, des voitures et consorts que les gens ne sont pas revenus chercher. Il est en train de faire, l'OTR est en train de faire une réduction pour permettre aux citoyens de venir récupérer leurs choses. C'est la première fois que je vis quelque chose de pareil où la douane fait un abattement de 40% sur les frais. Le Togo, pour moi, aujourd'hui, est en train de faire des efforts énormes. Mais si le gouvernement fait des efforts et que la population n'accompagne pas ces efforts, ça ne pourra aboutir à quoi que ce soit. Monsieur Yampabou parlait de ce départi de l'Occident. Vous savez, quand on prend la fabrication seulement du gari, si l'État perçoit de l'argent dans cette production sur son territoire, ça aidera à couvrir quelques charges. Que fait la jeunesse togolaise pour révolutionner dans ce secteur afin que ceux qui sont arrivés repartent chez eux et que le peuple togolais se réveille et fabrique seulement gari de leur pays qu'ils avaient l'habitude de faire. Il y a beaucoup de choses qu'il faut concilier pour pouvoir voir clair dans ce qui se passe. D'une part. D'autre part, j'ai commencé il n'y a pas trop longtemps d'échanger avec les autorités togolaises. Mais ce qui se décide, il faut savoir est-ce que c'est suivi à la base. Le Togo a ce grand problème-là de suivi des décisions à la base. Et c'est une des choses qui est en train de tuer le Togo. Le ministre des Affaires étrangères a compris aujourd'hui que sans la diaspora, le Togo ne peut pas se développer. Vous savez, c'est presque toutes les diasporas. Au cours de cette crise de Covid-19, la production a reçu un coup en Afrique. Mais par rapport à ce que nous travaillons à l'extérieur et que nous envoyons respectivement dans nos pays, ça a participé beaucoup dans ces pays-là. Et le Togo a compris qu'il faut qu'il donne une place à sa diaspora. Et je remercie le ministre des Affaires étrangères pour ce travail qu'il est en train de faire sous la direction de Doué. Tout n'est pas encore rose, mais des efforts se font pour que le Togo change. C'est déjà des pas. Il n'y a qu'un an que ce gouvernement dirigé par la dame est là. J'espère et j'ai foi pour ce que je suis en train de voir, que le Togo, si on accorde encore quelques années à cette dame, elle pourra faire quelque chose pour le Togo. Je vous remercie. Merci, monsieur Lemon. Monsieur Yampapou Yambouama, votre mot de fin. Merci beaucoup. Et comme je le disais, en un an, c'est difficile d'apporter une appréciation qui puisse se faire valoir de manière concrète parce que le temps est trop peu vraiment pour apprécier des actions posées. Mais nous constatons effectivement que le gouvernement fait ce qu'il peut. Nous constatons effectivement une autre façon de faire les choses, par exemple le fait de tenir un séminaire avec l'ensemble des ministres pour donner des feuilles de route à chaque ministre et recevoir des engagements de résultats pour chaque ministre, c'est déjà quelque chose qui se fait et qui est vraiment encouragé. Et moi, il y a certains ministres, tels que par exemple le ministre de l'eau, qui communique régulièrement sur ce qui est fait dans son domaine. Et je pense que ça encourage, ça permet à la population de savoir ce que chaque ministre effectivement fait derrière son bureau et de pouvoir apprécier au moment venu. Et je ne peux qu'encourager justement le gouvernement à aller toujours de l'avant, à rester surtout à l'écoute des populations et surtout à trouver le courage nécessaire pour prendre des décisions qui rendent véritablement économiquement indépendants, en tout cas
les citoyens du Togo. Je vais terminer par un plaidoyer, c'est par rapport à la question de la Covid. Je voudrais prier très sincèrement notre gouvernement en leur disant que c'est vrai, la Covid est là. Elle est partout, dans nos milieux. Et ça se constate. Mais ce n'est pas un souci majeur pour l'Afrique. Et que notre gouvernement puisse considérer cela. Qu'on ne puisse pas faire du vaccin une obligation pour tout le monde, en ayant conscience que ce vaccin-là tue certaines personnes. Parce que des études n'ont toujours pas encore pu déceler pourquoi ça crée effectivement des situations qui arrivent donc à tuer certains. Pour cela, le simple fait même de savoir que certains peuvent prendre le vaccin et de mourir, je préfère qu'on laisse effectivement le choix aux citoyens d'aller se faire vacciner. Voilà, donc c'est ce plaidoyer-là que je voudrais faire à l'endroit donc du gouvernement, en disant que le Bénin à côté, qui n'a pas confiné sa population, etc., n'a pas un bilan beaucoup plus désastreux que ce que nous vivons dans les pays où il y a eu des confinements, où il y a eu beaucoup de restrictions et qui ont fini par effectivement peser sur la vie économique du Togo. Et comme le confrère l'a dit, s'il n'y avait pas eu cette Covid-là, ces contraintes, ces restrictions-là, je crois qu'aujourd'hui, le bilan de Mme Tomega Dogbe devrait être beaucoup plus palpable. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à nos panélistes de ce jour. Monsieur Steven Lemon, également journaliste et analyste politique aîné et devancier, est directeur du général du quotidien aujourd'hui au Bénin, est assistant et chargé de communication également donc de l'Est, président maire Séverin Adjovi. Merci à vous, monsieur le monde, d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Merci à monsieur Yampapou Yamboam, président de IADA, membre de la société civile, analyste politique. Merci à vous tous de nous avoir suivis et surtout, essayez toujours de partager également cette émission avec les uns les autres, puisque c'est l'Afrique qui gagne sur les ondes d'Afro TV. Bonne suite de nos programmes. Que pensez-vous de l'actualité africaine cette semaine? Chaque semaine, nous vous invitons à décrypter l'actualité de la semaine avec nous sur votre télé Afro Web TV. Retrouvez les analystes politiques pour donner les différents points de vue sur des sujets de l'heure chaque mercredi à 11 h et chaque samedi à partir de 11 h Central Time sur Afro Web TV. Pour participer, appelez-nous ou envoyez-nous des messages